le contrôle supérieur de l'État est sous l'autorité de Ferdinand Ngongo. Et les ministres comme Gaston Ilundu sont aussi sous l'autorité de Ngongo. Vous comprenez donc pourquoi est-ce que toutes ces maisons, toutes ces institutions ajoutées les unes sur les autres ne fonctionnent pas au Cameroun. Le Cameroun souffre de la mauvaise gestion. Le Cameroun est dans l'incapacité de pouvoir réaliser et d'arriver à terme avec des projets, comme je l'ai qualifié, des éléphants blancs. La seule chose qu'ils savent faire, c'est des détournements d'argent. Qu'on crée la CONAC, qu'on crée le Conseil supérieur de l'État, qu'on crée la NIF, qu'on crée le tribunal criminel spécial, tout ça ne sert à rien, puisque les gros poissons réussissent toujours à passer à travers le filet, d'autant plus qu'il n'y a même plus ce qu'on appelait l'opération épervier. Paul Biya fatigué, Ngongo sur haute instruction protège ses amis. Et quand on regarde dans les domaines qui peuvent faire développer un pays, quand Paul Biya veut faire de la publicité, et il va vous parler bien évidemment de ce qu'on appelle émergence en l'an 2035. Peut-on se développer dans l'obscurité? Non. Puisque les énergies font fonctionner les entreprises, aucune entreprise ne peut fonctionner, aucune industrie ne peut fonctionner dans l'obscurité, sans électricité. Comment peut-on décoller? C'est de la même façon que c'est trivial, c'est simple, c'est démontré partout que là où la route passe, le chemin suit. Et là encore, c'est le deuxième levier de l'émergence, soi-disant de Paul Biya, qui est embourbé, qui n'a jamais décollé dans la mesure où les routes au Cameroun ne sont jamais terminées. Les projets routiers sont surfacturés. Et là encore, vous avez quelqu'un qui est toujours avec Ngongo et qui en même temps avec le frère de Paul Biya. C'est celui-là qu'on appelle, bien évidemment, Nganou Djoumessi. Nganou Djoumessi, ces routes, pendant 14 ans, on ne les finit pas. On commence un projet et on vient ajouter l'argent sur là. On ajoute l'argent là. Et jusque-là, ça ne finit pas. Mais le problème, c'est que toutes ces manœuvres font de telle sorte que le Cameroun soit endetté. La même semaine, vous savez, le gouvernement qui, le 13 novembre et le 18 novembre, c'est-à-dire qu'un écart de 5 jours, Paul Biya demande à Motazé d'aller faire des emprunts. Pour finir, une portion de route. On vous dit que c'est l'autoroute qui va de l'aéroport, un Simalène, jusqu'à la capitale là. On doit encore aller chercher de l'argent. Après, on dit que maintenant, on va faire aussi la route qui part de Douala à Bafoussam. On avait déjà financé cette route-là. Et on refinance la même route. On a financé intégralement cette route. Et il y a de cela 11 ans. La route n'est pas terminée. On repart contacter des crédits pour les mêmes routes. Et cette fois-ci, il envoie maintenant le ministre de l'économie, Ousmane Men. Il va maintenant dans une autre banque, la BID, la Banque islamique de développement. Mesdames et messieurs, avant l'élection présidentielle, le Cameroun qui est déjà endetté pour plus de 14 000 milliards, 14 446 milliards, ça c'est officiel. Parce qu'on ne regarde pas ce qui est derrière, les dettes cachées. Le Cameroun aujourd'hui donc
fait semblant de lancer des projets. Mais en fait, ces projets sont des caches sexes pour plutôt essayer de respirer. Les caisses du Cameroun sont désespérément vides. Voilà la réalité. Et le Cameroun, avec cette crise post-électorale, le Cameroun n'a pas anticipé. Ça fait que le Cameroun se retrouve donc dans des difficultés de trésorerie. Le budget 2025-2026 a été voté à l'Assemblée. Mais encore là, c'est des espérances chimériques. Puisqu'en réalité, ils se sont basés sur le rang, le zéro. Avant, le Cameroun pouvait tabler sur ce qu'on pouvait appeler la manne pétrolière. Et cette manne pétrolière a toujours été gérée par Biya et son ami Moudiki. Maintenant, c'est Chantal Biya et Ngongo qui savent aussi comment ils se partagent là-bas. Mais mal, on a pris. La manne pétrolière est en train de descendre. Et surtout, il y a aujourd'hui une autre crise, la crise post-électorale. Ce que le régime Biya avait donc rapidement prévu, qu'après l'élection, ils allaient encore faire des manigances, prendre beaucoup de crédits à gauche et à droite, et dire qu'ils sont en train de lancer tel ou tel projet. Aujourd'hui, ils sont pris par le coup. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent des crédits. Et les gens qui aident donc souvent le régime Paul Biya à avoir des crédits, vous savez pourquoi? Paul Biya avait des crédits. D'abord parce qu'il y a un retard au niveau du remboursement des dettes. Mais beaucoup plus grave, contrairement à ce qu'on vous dit. Paul Biya demande à la France, à Emmanuel Macron, de payer les salaires des fonctionnaires. La France que Paul Biya laisse dénigrer. On envoie Bidjan à gauche, Bidjan à droite, des défidants insultés. On envoie le dénuré, les cervelés, le fumeur de banga qu'on appelle Bandakani, venir vous parler des choses incroyables. Il ne sait donc pas que aujourd'hui, le même régime Biya, qu'il faut-il le dire, est soutenu par Paris. Et qu'aujourd'hui, ils sont en train de critiquer parce que la France n'a pas eu à envoyer les félicitations. Dans les coulisses, et même le mois dernier, c'est Paris qui est venu en aide à Yaoundé, pour Yaoundé. Il faut bien savoir que j'avais bien déclaré que la France soutient, bien évidemment, le Cameroun à hauteur de 65 milliards, dans ce qu'ils appellent l'aide française du développement, mais qui est souvent détournée. Mais là, c'est chaud. Avec ce qui est en train de se passer au pays en ce moment. Comment vont-ils faire? Qui va payer les salaires? Là, mesdames et messieurs, vous allez donc voir les gens qui disent qu'ils vont construire des routes, qu'ils cherchent des crédits pour construire des routes. Voici ce que Louis-Paul Motazé, ministre des Finances, écrit. Le ministre des Finances à monsieur l'administrateur du fonds d'entretien routier. La lettre date du 17 novembre 2025 sous le numéro 000-164/8, quelque chose comme ça, magnifié et tout. Disons l'objet. Suspension des débits d'office des mois de novembre et décembre 2025 au profit du compte fonds d'entretien routier.
Donc, on ne met plus l'argent sur le fonds d'entretien routier. On n'entretient plus une seule route. Et pourquoi? Il écrit, monsieur l'administrateur, afin de permettre au Trésor public d'honorer les dépenses prioritaires au cours des mois de novembre et de décembre 2025, notamment le règlement des salaires et pensions et une partie du service de la dette extérieure dont les arriérés à la date s'élèvent à 145 milliards. Reprenons la phrase de lui, Paul Moutazé. Nous sommes tout simplement Paul Biyaoye, Ayop, 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 oh, on a pris, oh, le 7e mandat, les grandes espérances. Écoutez bien, peut-être que vous étiez un peu distrait. On reprend. Afin de permettre au Trésor public d'honorer les dépenses prioritaires au cours des mois de novembre et décembre 2025, notamment le règlement des salaires et pensions, et une partie du service de la dette extérieure, dont les arriérés à date s'élèvent à 145 milliards, j'ai exceptionnellement instruit la Direction nationale de la Banque des États de l'Afrique centrale de procéder à la suspension des débits d'office au profit du compte fonds entretien routier au cours des mois de novembre et décembre 2025. Toutefois, ces ressources seront remboursées dès l'encaissement du prêt en cours de négociation auprès de Afrexim Bank. Veuillez agréer, monsieur l'administrateur, l'assurance de ma considération distinguée. Signé Louis-Paul Moutazé. Mesdames et messieurs, Moutazé vous explique en français simple que l'État ne peut plus payer les salaires des fonctionnaires. Donc l'argent pour entretenir les routes là, non, vous ne pouvez pas. Parce que comme Issa Chiroma est dehors, les militaires sont dehors. Donc, les militaires actuellement n'ont pas d'argent. On leur donne les... Comme à Tanganyika a donné là, 1 franc CFA, 1,95 francs CFA, c'est-à-dire 2 francs CFA. C'est la même chose que les militaires reçoivent maintenant. Donc ils ne comprennent pas où sont les primes. Les fonctionnaires sont dehors parce que les militaires ne sont pas des fonctionnaires. Ça, il faut le dire. Ils ont des contrats. Et ils doivent donc avoir des primes pour être dehors. Et vous avez constaté que le général, sourd-muet, aveugle, voilà, et tout, René Meka, avait déjà demandé une rallonge à la présidence. Lui, Paul Moutazé, vient maintenant vous dire que on va d'abord emprunter de l'argent à Exim Bank pour venir soulager l'État du Cameroun. Pourtant, je vous ai dit que, ils vous ont dit que le 13 novembre 2025, emprunt de 168 milliards à la bille pour réhabiliter la route Douala-Bafoussam. C'est le mensonge. Ils vont faire semblant de venir avec quelques engins là, appuyés, ils vont partir pour reprendre cet argent détourné et autre chose. Ils vont faire ça. Le 18 novembre, Biya a autorisé à la mine Ousmane Mine, je l'ai dit, un accord de financement avec MUFG Bank de Londres pour un crédit de 154 milliards 400 millions, soi-disant pour relancer l'autoroute Yaoundé-Simalène, qui est seulement de 12,3 km. Hein. Et vous savez que l'autoroute que vous entendez là, Yaoundé-Simalène, machin là, 13,3 km là, 12,3 km là, ça avait été facturé à combien? 380 milliards. Vous savez maintenant à combien ça va s'élever? 400
Oui. Donc, il y aura 50 milliards de plus. Entre-temps, vous savez que l'autoroute avait été inaugurée par celle qui vole aussi l'argent des routes là. Ketia Cortés. Elle avait inauguré cette route là le 5 janvier 2022. Donc une autoroute a été inaugurée, mais elle n'est pas achevée. Maintenant, ils disent qu'ils vont encore prendre de l'argent pour venir faire la même chose pour ceci. Cette route, la construction avait comme c'est un projet qui a commencé en 2014. 11 ans. 12 km 300. En 11 ans, vous n'avez pas fini. C'est exactement comme l'autoroute. Yaoundé-Douala. L'autoroute Yaoundé-Douala. L'autoroute Yaoundé-Douala, c'est 180 km qui devrait être fait. Mais vous savez qu'en 11 ans, ils ont fait 60 km qui ont déjà coûté 692 milliards, donc 700 milliards. 60 km, c'est-à-dire qu'ils ont fait le tiers. Voilà donc ces gens qui vont vous dire que oh, si on ne se développe pas, c'est vraiment à cause des Occidentaux, c'est ceci et cela. Vous avez un projet. Est-ce que c'est l'un Américain qui a retardé ça? Est-ce que c'est un Français, c'est un Italien, c'est ceci qui a retardé ça? Pourquoi Ouattara arrive? Il n'y a pas de pose de première pierre. Le Cameroun est le seul pays où on fait d'abord la maquette. Deuxième, on fait maintenant la pose de la pierre. Troisième, le premier, voilà. Après, on dit que phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. Je n'ai jamais vu ça dans un autre pays. C'est le Cameroun que vous entendez que toute œuvre commence par phase 1, phase 2, phase 3, phase 5, jusqu'à phase 2 millions. Et on ne fait qu'enterrer des millions, des millions, des millions, des millions. Donc l'argent qui vient là, ce n'est pas pour aller finir les routes. Hein. C'est pour tenter maintenant de calmer ce qui est dehors. Parce que c'est la France qui a payé les salaires. Et ils vont maintenant demander à Macron encore de donner des salaires. Banakani, puisque vous ne savez pas, voici les 10 pays de la zone franc les plus endettés auprès de la France. Le Cameroun est en tête. Votre Paul Biya panafricaniste, le voilà, et qui va demander maintenant pour la paye des salaires. C'est la République centrafricaine qui avait fait ça, je crois, en 2015. Le Cameroun se retrouve, nous sommes au début de la crise post-électorale et vous courez déjà auprès de la France alors que vous avez envoyé Dafida. Vous avez envoyé les Obama dire que oh yo, la France c'est qui? Foutez-nous le camp. Vous vous retrouvez à mendier de l'argent auprès de la France. Et regardez, la France n'a pas encore totalisé tout ce que le Cameroun lui doit et les derniers emprunts. Et c'est la France qui va encore aller soutenir le Cameroun, peut-être au Fonds monétaire international. Si Macron est content, Cameroun, parmi donc les pays, le Cameroun doit à la France. Donc, c'est-à-dire que ici, nous parlons seulement en euros. 1, 3, 7, 0 et tout, bon voilà. Ou de millions, 1370. Voilà, ça c'est le Cameroun, Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est en dessous, 1279. Le Sénégal est à 908. Le Gabon est à 399. Le Burkina Faso à 202. Le Mali est à 167. Le Congo est à 164. Le Niger est à 102. Le Tchad est à 101. Le Bénin est à
24. Et vous savez, ça, ce sont les données de 2019. Ça, ce sont les données de 2019. Mesdames et messieurs, imaginez ce qu'il y a eu entre-temps. Puisque, par exemple, vous avez vu, ça c'est 2019, c'est-à-dire qu'après ça, vous ajoutez 6 ans. Ce que le Cameroun est encore parti emprunter auprès du Cameroun, de la France. Bien plus. Le même Ganou Djoumassi était parti voir la France. Et on a applaudi. On a applaudi sur les réseaux sociaux. Oh! Qu'est-ce que vous avez dit? Que le Cameroun allait construire des péages, non? 14 péages. Qui était derrière ça? C'était une entreprise française, Tolcam. Le marché avait été négocié avec le frère de Biya. Est-ce que vous savez ce qui se passe maintenant? L'affaire est au tribunal du commerce à Paris. Non seulement le contrat s'est arrêté, parce que le Cameroun est le seul pays au monde qui construise d'abord les péages avant les routes. Et maintenant, ils doivent rembourser chaque fois 30 milliards. 30 milliards qu'ils doivent à cette entreprise française. J'ai dit, je n'ai pas comptabilisé là-bas. Maintenant donc, comme ils disent qu'ils sont forts là, oh, nous sommes souverains. Paul Biya a été incapable de pouvoir se débarrasser du franc CFA. Résultat des courses. Pendant que Ouattara et les pays de l'Afrique de l'Ouest ont dit, nous on quitte, nous on veut récupérer notre argent, Paul Biya a dit aux autres de l'Afrique centrale, nous on reste là-bas, dans le compte. Alors, je vais donc vous dire que justement, le compte d'opération de la France, à l'élection de 2018, pour que Paul Biya, parce que Paul Biya ne pouvait pas dire que je veux bien partir et tout, et tout, et tout. Non, il a dit, moi je reste là-bas et tout, et tout, et tout. Voilà comment est-ce qu'on a continué à le soutenir. Macron fermé, ils ont fermé les yeux. Il y avait combien dans le compte? Je vais vous dire, c'est le Cameroun qui avait plus d'argent. Le Cameroun avait là-bas 1945,2 milliards de francs CFA. Le Gabon avait 638,9 milliards de francs CFA. La BEAC elle-même, qui est Banque des États de l'Afrique centrale, puisque on dit que c'est les gens-là qui sont les panafricanistes, avait auprès du compte d'opération de la France 350 milliards 400 millions de francs CFA. La République centrafricaine, 200 milliards 700 millions de francs CFA. Le Congo, 182 milliards 400 millions de francs CFA. Le Tchad, 74 milliards 400 millions de francs CFA. Et la Guinée équatoriale n'avait plus rien. Bien au contraire, la Guinée équatoriale devait même déjà à la France moins 32,2 milliards de francs CFA. C'est-à-dire que la Guinée équatoriale avait réussi à développer, construire des routes, faire ceci, faire cela, comme Ouattara aussi fait là. Jusqu'à ce que c'est même la France qui demande encore à la Guinée équatoriale que c'est comment non, et tout et tout. Ils ont retiré leur argent nyangalement. Paul Biya a laissé son argent là-bas. C'est où? Demandez-lui donc maintenant. Et maintenant pour la grille salariale. C'est très grave pour Biya. Parce que d'abord le Cameroun a les salaires les plus bas de l'Afrique subsaharienne. Est-ce que vous savez ça? Mais le Cameroun est incapable actuellement de régler ses salaires. Je vais y revenir sur le dernier budget, sur le budget qu'ils viennent de voter. Et j'explique d'abord au niveau des salaires. C'est-à-dire que tous les pays francophones, ou même pas francophones, tous les pays
de l'Afrique subsaharienne, donc les pays noirs et consorts et tout là, les salaires sont basés sur 10% du PIB. C'est la moindre règle fixée par la Banque mondiale. Le Cameroun est le seul pays d'Afrique subsaharienne à maintenir son peuple en esclavage. Vous n'allez pas dire que c'est la France, c'est les États-Unis qui imposent ça. Est-ce que vous savez que les salaires des Camerounais s'élèvent à 5,5 du PIB? Vous allez donc voir certains exemples. Avant d'arriver, comment un tel pays est encore incapable de payer des salaires et d'aller encore mendier à la France que donne-nous de l'argent pour payer les salaires. Essayez de dire ça à la télé. Vous allez donc voir que le Cameroun, tu vois, la fonction publique, quand on veut parler, la fonction publique, la masse salariale représente à peu près 25% des dépenses publiques. Quand on vous dit les dépenses publiques au Cameroun, vous allez croire que c'est les fonctionnaires qui prennent tout l'argent. Non! La masse publique de tout ce que le Cameroun paye, ils disent maintenant que vous réunissez tout ce que le Cameroun sort. Ils disent que c'est 25%. Bon, continuons. Sauf que vous allez voir ce que la Banque mondiale a exigé à Paul Biya. Avant même l'élection de 2018, après l'élection de 2018, nous étions en novembre. Ils lui ont dit, tu parles d'émergence en 2035, tu ne peux pas faire l'émergence avec des populations très pauvres, avec des gens qui ne peuvent pas se payer le loyer, la scolarité, l'école, le transport. Les salaires du Cameroun sont trop bas. Vous vous souvenez qu'il était venu mentir des gens là qu'il faisait une augmentation de 5%. Ça reflétait quoi? Regardez les salaires du Cameroun par rapport aux autres pays. Le salaire du Cameroun le plus élevé, parce que la Banque mondiale lui a dit d'aligner les dépenses publiques aux objectifs de la vision 2035 et d'augmenter les salaires. Biya n'a pas écouté. Le salaire le plus élevé du Cameroun, donc, c'est le grade A2. C'est comme ça qu'ils appellent ça, de la fonction publique. Quand vous êtes là au top, fonction publique, c'est donc 326 000 francs CFA. Et le plus bas, c'est 43 000 francs CFA. Vous dites que Paul Biya est le professeur de Kagame, par exemple. Parce que laissons Ouattara, laissons les autres. Leurs salaires sont très élevés. Le petit Rwanda, là, quand Kagame est arrivé au pouvoir, c'était après le génocide. Hein. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Il a trouvé que le Cameroun était devant parce qu'Aïdjo avait laissé ça là-bas. Il n'y avait pas de dévaluation. Vous le bien arrivé. Tous les autres pays ont connu la dévaluation, hein, mais vous trouvez les salaires de 3 millions en Côte d'Ivoire, que l'infirmier touche 1,5 million et tout et tout. Oui, c'est l'infirmier. Tous ces pays ont connu la dévaluation. Mais Paul Biya, lui, fait comment? Regardez donc comment le Rwandais est venu doubler le Cameroun. Vous avez vu que le salaire le plus élevé du Cameroun, c'est 326 000. La fonction publique. Au Rwanda, c'est 125. Suivez-moi, j'ai failli dire 125. C'est 1 251 281 francs CFA. On ne parle pas de logement parce que les Rwandais ont la prime de logement, de déplacement et d'autres choses. Le Rwanda, 1 251 281 francs CFA.
quand vous ne faites pratiquement rien, vous gagnez au Rwanda 168 928 francs CFA. Imaginez, les soldats qui dorment là, en brousse, qui perdent leur vie. Au Cameroun, ils n'atteignent même pas ça. Prenons notre pays qui était très endetté, comme la Gambie. La Zambie. Laissons un peu la Gambie. Parce que là-bas, on dit que c'est là-bas où... Bon, on a même dit qu'il est déjà mort. C'est ce que ils disent chaque fois. Oh, il est déjà fou, il est déjà ceci, il est déjà cela. On l'a arrêté parce que tout. Le salaire le plus élevé de la Zambie, qui a aussi vu les Chinois arriver, qui acceptent les Occidentaux, les Asiatiques et tout le monde, parce que les gens qui parlent, oh, les accords coloniaux, oh, yo, ce sont les accords coloniaux qui ont fait que ceci et cela. La Zambie, le salaire le plus élevé par mois, c'est 2 446 824 francs CFA. Et le dernier salaire, c'est 171 198. Je vous ai dit que le salaire le dernier au Cameroun, c'est 43 000. Mais quand vous arrivez même, vous regardez ce qui se passe à la fonction publique ou même ailleurs, et même les infirmiers, les instituteurs et les vacataires, alors n'en parlons même pas, c'est 20 000, 25 000 et tout et tout. Bon, je ne peux pas citer tout. C'était pour vous prendre des cas que je ne vais pas me contenter seulement tout le temps du Sénégal, de machin, la Guinée équatoriale qui dépasse le Cameroun de loin, la Guinée de loin, les salaires sont élevés, mais c'est hallucinant. Maintenant, ce qu'on ne vous dit pas, parce que ça va boxer, il y a quelqu'un qui dit souvent ça va boxer. C'est ce qui est en train de se passer. Comment est-ce qu'ils vont continuer à payer les salaires? Si de plus, de ce quoi, ils doivent entretenir l'armée. Ils doivent entretenir aussi leurs enfants. Qui dilapident tout là. Nous nous retrouvons donc à ceci. Avant l'élection, dont nous sommes en juillet 2025, ils ont déjà fait le plan que Kamto sera éliminé. Et comme Kamto est éliminé pour eux, c'est terminé. Donc ils se disent que ils pourront aisément gagner et mettre encore le Cameroun en coupe réglée. C'est-à-dire demander des crédits pêle-mêle. Mais le problème, c'est que maintenant, il y a une crise. Et cette crise a tout fauché. La crise a tout gâté. Et du coup, ils se retrouvent donc coincés parce qu'ils sont rattrapés par des réalités. Et cette réalité, c'est quoi? C'est que je vous disais qu'en juillet 2025, avant l'élection, ils ont fait sortir 2 ministres pour rassurer le peuple. Et pour avoir les fonctionnaires et tous les autres et consorts, qu'ils allaient payer les salaires, y compris même les premiers arriérés qu'il y avait déjà. Alors, ces ministres, c'était le ministre de la fonction publique, Joseph Lé, plus le ministre des Finances, Louis-Paul Moutazi. Ils ont rassuré tout le monde. Ils savaient qu'en sortant cet argent-là, sans pour autant oublier qu'ils sont partis d'abord s'endetter, vous vous souvenez qu'avant l'élection, ils ne faisaient que prendre de l'argent. Ils invitaient les gens au palais, les lamidos, les chefs traditionnels, les membres du gouvernement, les jeunes, bref, c'était la grande distribution parce qu'ils savaient que derrière, ils vont encore continuer, ils vont vendre et tout et tout. Mais le problème, c'est qu'ils s'attroupent là. Ils s'attroupent là. Et la communauté internationale est prise par le coup. Elle ne peut plus directement donner cet argent. Ne peut plus libérer cela.
Vous comprenez? Les gens qui ne comprennent pas le rôle de Issa Chiroma, comment il est en train d'étrangler Biya, c'est la guerre froide, c'est la guerre financière. Le gars tient le cordon ombilical de la bourse. Et c'est là où il est en train de les étrangler. Alors, voici la réalité de notre pays. Il disait que ils allaient débloquer pour régler les rappels d'avancement d'échelons et de classes accumulées qui, pour combien d'agents? 177 933 agents. Donc, les rappels peuvent être inférieurs à 4,5 millions. Et puis, il devait aussi sortir 3,8 milliards pour 450 agents dont les arriérés dépassent le montant. Alors, l'engagement qu'ils avaient pris, c'est qu'ils devaient payer à ces agents 8 milliards par mois jusqu'en janvier 2026. Puisque la Banque mondiale également dit, vous ne pouvez pas venir prendre de l'argent ici tout le temps. Et on constate que les employés, les ceci et cela, c'est pourquoi vous nous avez dit, les projets, ils n'aboutissent pas. Et maintenant, le problème, c'est que vous ne payez pas les gens. Et ce n'est pas normal de venir prendre de l'argent et vous ne les payez pas. Donc, ils avaient pris l'engagement. 8 milliards par mois. Où est l'argent? Où est l'argent? Puisque même sur le plan fiscal, rien n'entre. Au port de Douala est presque épileptique comme ça là. Et les entreprises, les gens de l'extérieur, ils ne viennent pas. Ils vont faire comment? Les voilà qui sont bloqués. Mais ce n'est pas tout. Regardez donc ce que le ministre Joseph Anderson, le frère de Chantal Biya, et lui Paul Moutazi ont réussi à créer. Parce que vous voyez là, ce sera chaud. Hein? Les gens qui ont dit que venez parler ici, tu as encore 7 ans en exil. Ce sont vos gens, ils ne vont même plus vous donner un centime. Les mêmes gens qui ont fait les bourrages des urnes, qui étaient dans les diplomaties, qui étaient à tel ou tel endroit, et ils n'auront plus rien. Vous allez, la caisse à sec. Et parmi ça, je vais vous dire que actuellement, ceux qui disaient qu'ils vont respecter le calendrier de ces paiements, et il y a actuellement 177 diplomates camerounais à l'étranger qui ne sont pas payés. Je vous rappelle qu'à Paris, on a déjà compressé 30% du personnel à l'ambassade du Cameroun à Paris. Certains font déjà les babysitting, d'autres sont en train de pleurer, ils sont là dans les bars. Il y a même un qui est devenu serveur. Et il est devenu, avant quand tu allais là-bas, oh papa, le gars il te regardait comme ça. Même les femmes de là-bas, elles te disaient, hey, on ne fait pas comme ça. Hey, tout le monde est gentil. Et là maintenant, vous savez que par exemple dans les ambassades, là, l'argent qui devait arriver par trimestre n'arrive plus. Ça n'arrive plus, ça saute déjà. Parce que les salaires étaient envoyés dans la valise par trimestre. Ça ne vient plus haut. Et ça va s'aggraver. 2318 anciens agents détachés ont mis en disponibilité n'ont pas été payés. Or, en mars 2025, voici ce que Joseph lui nous révélait. Parce que d'abord, ils nous ont dit que, bon, vous voyez, c'est Joseph Lobou ou qu'il a Lobou. Il vous avait dit que c'est un fonctionnaire comme ça là qui prenait tous les salaires, non? Qui avait des centaines de milliers de machins, de 20 000 combien, qu'on a éliminé, que Lobou a été condamné ou bien à 299 jours, 299 siècles
299 ans ou 200... Ouais, et ils vous ont inventé des choses. Que c'est lui qui prenait l'argent, non? Que c'est lui qui volait, non? Et que maintenant, il ne devait plus avoir de problème de solde. Donc en mars 2025, là, Joseph Lé, lui, révélait finalement que 294 498 agents devaient être éligibles aux avancements automatiques. Pour l'instant, là, personne n'a reçu un centime. Et par la suite, il faut savoir qu'actuellement, il y a 180 876 fonctionnaires qui attendent toujours leurs droits. On leur dit, venez, on va se partager 30%. Il dit même que oui, je suis d'accord. Il revient le lendemain, on dit, on ne sait pas, la machine, la machine a fait encore, attends un peu, ça va entrer certainement demain. Ça va entrer. Donc, aujourd'hui, dans la lettre de lui, Paul Montazé, il vous disait que le Cameroun n'a pas réussi à payer ses dettes, non. La dette extérieure. Et cette dette extérieure, il vous dit que c'est 145 milliards. Cela ne veut pas dire que c'est tout. Hein. C'est-à-dire que vous payez par portion. Oh, ils ont sauté. Ils ont sauté. 145 milliards, c'est pour ça qu'il dit que maintenant, prenez l'argent du fonds routier et maintenant l'argent que nous avons pris pour les routes, on va compléter pour faire ceci, pour payer ceci et cela. Vous voyez la jonglerie. Nous, on n'est pas là pour arranger vos routes. On n'est pas là pour arranger vos conditions de vie. On est là pour la survie d'un régime en agonie qui n'a plus de fric et qui aujourd'hui ne peut faire que dans la jonglerie et vous raconter des histoires d'hypocrisie à cause de leur idiotie en ce qui concerne l'économie. Voilà ça. Ils ont donc voté un budget. Allons-y. Le budget du Cameroun, revisité, ou bien révisé, s'élève à 735,9 milliards, donc 7 735 milliards. Bien, Ouattara est arrivé hier. Il faut savoir que le budget de la Côte d'Ivoire est déjà, je crois, vers les 15 000 milliards. Il est arrivé hier. Et vous dites que lui, c'est le joueur de la France, Paul Biya, vraiment. Et tout. Voilà le budget de Biya, qui n'aura rien. Pourquoi? Parce que il y a la chute des recettes pétrolières. Il faut savoir que déjà c'est Biya lui-même qui a offert, puisqu'il est venu au pouvoir par Elf, donc c'est Biya qui fait venir l'entreprise. Donc Elf, il faut rappeler que c'est l'entreprise française, le pétrole. C'était ça le deal. Donc c'est lui qui a maintenu, qui a offert tout le pétrole du Cameroun, l'exploitation, le raffinage et tout, et tout, et tout. À qui? À Perenco. Et puis Total. Ah oui, notre panafricaniste. Mais sauf que là, aujourd'hui, comme je le disais, les recettes pétrolières sont en chute libre. Et du coup, quand vous avez ces recettes qui chutent, Biya est aussi déjà totalement en chute. Parce que le Cameroun va perdre près de 94 milliards en chute de recettes pétrolières. Pourtant, si Biya était un vrai président, il y a tellement du pétrole au Cameroun qu'il aurait déjà pu creuser, qu'il aurait déjà multiplié les puits. Mais il continue à exploiter les puits que Aïdjo lui l'avait fait. Chez lui, c'est toujours qu'on a découvert, on va faire ceci, on peut. Et après, quand on exploite même, on dit que ça va à l'étranger. Nous, on repart importer plutôt à l'étranger. Bon, passons. On a dit qu'on reconstruit la Sonara. Vous vous rendez compte de la Sonara? La Sonara. Le régime Biya est incapable de payer l'assurance.
Voilà la Sonara qui a brûlé. Et ils prennent les taxes, ne parviennent pas à construire la Sonara. Chaque fois que vous payez le carburant, là, les Ben Skinner et consorts, une taxe est prélevée, qui est reversée au gouvernement, qui est détournée. Parce que si cette taxe servait, on aurait construit la Sonara depuis, le Cameroun allait bien évidemment en bénéficier, et aussi le consommateur camerounais. Mais comme le régime était un régime de feignants, de voleurs, de malfaiteurs, voilà là où nous en sommes. Voilà où nous en sommes. Donc, le pétrole, cette fois-ci, va rapporter au régime Biya moins de 650 milliards. Il faut savoir aussi que dans ce pétrole-là, il y a deux volets. Le pétrole au Cameroun, il y a un premier volet. Parce que même la Banque mondiale n'y voit rien. La preuve, lorsque vous voyez ce qu'on appelle le scandale de l'Albatros, avec Atamabara, avec les Michel Fosso, avec bien évidemment ce qui a mis tout le monde en prison, les marafs et consorts. On vous fait comprendre que on avait réussi à sortir 35 millions de dollars pour l'achat de l'avion présidentiel, l'Albatros. Avec quel argent? Avec un argent hors budget, c'est-à-dire l'argent du pétrole. Donc, le pétrole du Cameroun a deux voies. C'est pour ça qu'il ne change pas d'autres grands bandits et amis, Moutiki. Il y a une voie officielle, on vous dit que ça donne ceci. C'est ça qu'on présente au budget. L'autre voie, ça va directement au cabinet civil, Chantal, les Bia, les Mbondayo gèrent ça avec les francs. Ils font tout ce qu'ils veulent. Mais comme ils ne veulent jamais donc redonner quelque chose au budget, le budget donc est maintenant affaibli parce que, plus exactement, ce qu'ils ont prévu, c'est que le pétrole, dans leur budget là, pourra rapporter 641,5 milliards. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Parce que pour l'instant, rien n'a éclaté. Pour l'instant, c'est encore une guerre larvée. Rien n'est sûr. Puisqu'il y a une bonne crise. Et cette bonne crise va donc faire quoi? Dans toutes les prévisions, toutes seront fausses. Pourquoi est-ce qu'elles seront fausses? Parce que vous avez déjà d'abord ici, puisqu'ils sont là uniquement, vous avez ce que l'on appelle les remboursements des dettes et machin et tout ça, et les salaires. Ça s'élève à combien dans leur budget là? Ils ont un budget de 7 735 milliards. Hein. C'est incroyable. Pour apurer les arriérés et la dette, il leur faut 2326 milliards 500 millions de francs CFA. Ils ont besoin de ces financements-là. Or, les dépenses, au lieu de diminuer, augmentent plutôt. De 82,8 milliards, puisque Paul Biya vous dit serrer les ceintures. Mais Brenda Biya et Chantal Biya vous disent que nous, on s'engraisse. Et vous voyez que ces dépenses vont totalement atteindre, sur un budget de 7 735 milliards, les dépenses vont atteindre 5 646 milliards 140 millions de francs CFA. Ce n'est qu'à ça. Ah, ils auront besoin de financement. Ah, là encore, on repart dans la dette. On repart dans la dette. Puisque, avant de repartir dans la dette, il faut déjà vous dire que le déficit budgétaire du Cameroun
est de 303 milliards. Même pas 303, c'est 304 parce que ils ont écrit 303 milliards 900 millions. C'est 334 milliards. Yeah. Et ils vont donc faire comment? Et ils disent maintenant que il faut les nouveaux projets. Quel projet? Les projets là, il faut les prêts. Tous leurs projets, c'est sur les prêts. Ils doivent donc prendre des prêts pour des nouveaux projets. Donc, ils envisagent encore des prêts de 775 milliards. Et il faudra aussi des financements bancaires qui s'élèvent à 440 milliards 100 millions. Et ce n'est pas tout. Il faut aussi des financements exceptionnels qui doivent s'élever à 217 milliards 400 millions. Et puis ils vous disent que bon, enfin, on pourra compter sur les titres publics qui vont s'élever à 350 milliards. Ah, mesdames et messieurs, quand vous voyez une telle navigation à vue, c'est là où vous comprenez que ce régime n'a aucune perspective. Ce régime est même dangereux. C'est-à-dire qu'il s'endette, il ne réalise rien, et par la suite, ils vous disent que, oh, là vous voyez là, vraiment, nous allons essayer de nous en sortir en nous endettant pour rembourser des dettes. Ah oui. En nous endettant pour rembourser des dettes. Aujourd'hui, quand vous regardez donc ce qui est en train de vouloir se passer, quand vous regardez tous les indicateurs, vous-même vous croyez en l'émergence en 2035? Non. Il n'y aura pas d'émergence. Parce que le Cameroun fait partie des pays les plus incompétents. Et c'est pour cela qu'au lieu d'assumer leur incompétence, on vous parle de ceci, oh, les accords coloniaux, on fait ceci. Les autres font comment pour finir? Comme les échangeurs de Ouattara. Ils font comment pour construire les CHU? C'est-à-dire que tu vois Ouattara arrive là, il te bombarde cette CHU, les hôpitaux, les ceci et cela. Ouais. Ils font comment? Et non pas les accords coloniaux. Et le pire, c'est que c'est des bandits. Ils vous parlent même que Paul Biya a sorti le Cameroun des accords coloniaux et il va demander l'argent en France. Le pire, c'est que le Cameroun n'est jamais sorti des accords coloniaux. Paul Biya les a re-signés en 2009. Ça a été validé encore en 2011. Puis publié au journal officiel français en 2012. Et c'est avec reconduction tacite. Je reviens vous les lire en exclusivité la semaine prochaine. Pour que ces gens-là ne vous continuent pas à vous mentir. Vous ne pouvez pas être considéré, vous-même vous proclamez le meilleur élève de la France. Et quelqu'un d'autre sort du quartier, un affamé, et vient dire que non, Paul Biya, c'est vraiment les accords, il nous a décidé, il a décidé de nous sortir de ceci et cela. Les dettes là, il prend ça où? Il prend ça pour qui? Qui va prendre de l'argent en France? Qui achète les armes en France? Les munitions en France? Les tenues en France? Toi-même
Toi-même, tu es français. Ton épouse est français. Tes enfants sont français. Et tu viens nous tromper. Tu vas prendre de l'argent là-bas. Voilà alors qu'on leur demande maintenant que vous devez payer. Vous devez rembourser. Ils vont payer comment? Et ils vont nous laisser pour que la France nous dise même que le Cameroun, là, ce n'est même plus pour vous. Voilà un pays qui ne paye plus les salaires. Vous avez lu, c'est lui, Paul Montazé, un ministre des Finances, qui vous dit qu'on ne peut plus rembourser une dette de 145 milliards. 145 milliards, mes amis. Et on va s'endetter partout. Nos enfants vont faire comment? Vos enfants vont faire comment? Vous avez dansé là. Maintenant donc vous n'aurez pas les salaires. Si la France dit qu'elle ne donne rien, vous faites comment? Vous avez suivi tout ça là? Les gens qui n'ont pas de salaire. Vous ne saviez pas qui sont en train de se débrouiller là. Les militaires qui sont là au front. On fera comment? Puisque le BIR ne donne pas ces trucs-là gratuitement, encore que le BIR. Voilà un panafricaniste. Hein? L'armée qui le garde, c'est une armée coloniale. C'est-à-dire que ce sont les Israéliens qui gardent Paul Biya. Et Ran Moïse. Il n'a pas trouvé un Africain alors qu'il a des colonels et des généraux camerounais. Il prend Ran Moïse, qui n'a même jamais fait une formation militaire. C'est lui qui est le patron du BIR. Et Ran Moïse n'est pas militaire. Subitement au Cameroun, on commence à l'appeler colonel. Il est arrivé au Cameroun à l'âge de 29 ans. Il n'était pas... C'est un informaticien. Et c'est lui qui vient gérer des milliards du Cameroun. Pour celui que vous appelez panafricaniste. Le voilà qui est en train d'aller s'endetter. Votre dernier salaire, sachez que c'est la France qui a donné ça. Derrière. Bac. Voilà alors ça. C'est pour ça que vous voyez que depuis un certain temps là, dès que j'ai commencé à parler, ils ont dit à ceux-là que calmez-vous. Parce qu'ils ont su que j'allais révéler ça. Leur jeu là. Parce que les Mbondaïro, eux-mêmes ils sont des Français. Le problème que nous avons, c'est l'incompétence et la malgouvernance. La preuve. On vous dit que c'est un gouvernement de ceci, de l'expérience et tout. Regardez le dernier classement. Le Cameroun occupe les dernières places de la gouvernance en Afrique. Ce n'est pas moi qui le dis. Écoutez ceci. Attendez, je vous en prie. Oh, je sais pas. De gouvernance publié par le Chandler Institute for Governance. Le rapport pointe non seulement des failles criantes dans la gestion interne, mais relève également une diplomatie à l'agonie avec un pays relégué au dernier rang mondial en matière d'influence internationale. Un constat sévère qui, selon plusieurs observateurs, illustre les dérives d'un régime en panne de vision et met en lumière l'urgence d'un sursaut pour éviter l'effondrement d'une nation déjà fragilisée. Explication dans ce reportage de Théophile Tchouke et Gladys Didier Bambadian. Le Cameroun continue de sombrer dans les classements internationaux sur la qualité de la gouvernance. Dans son rapport 2025, Chandler Institute of Governance place le pays au 105e rang sur 120, confirmant de l'avis de plusieurs une dégradation persistante de ses institutions et de son attractivité. Nous sommes parmi les 16 pays les plus mal gouvernés de la planète, ce qui n'est pas tolérable. Pour l'économiste Dalvaris Ngoudjou, ce score médiocre n'a rien de surprenant. C'est grave, mais en fait, c'est ce que nous constatons tous les jours. Je n'ai pas besoin de revenir sur les catastrophes, par exemple, dans le Grand Nord du Cameroun, sur les inondations, où beaucoup de populations ont reçu beaucoup de promesses. Certains aujourd'hui, malgré de nombreux mois passés, voire certaines années, certains vivent toujours sous les tentes. Ce sont les éléments qui peuvent expliquer le fait que, en ce qui concerne l'aide de la population, nous sommes 105e sur 120 pays étudiés. Un constat partagé par d'autres voix critiques. L'avocat maître Kamoa Limène estime que la responsabilité de cette mauvaise gouvernance est à mettre à l'actif du régime en place. C'est une réalité que nous on vit tous les jours. Donc, les raisons sont tellement simples. Nous avons un président qui est absent.
Nous avons des institutions très très faibles. Nous avons des institutions qui sont contrôlées, pilotées par l'exécutif. Un peuple qui est intimidé, n'est-ce pas, qu'on a dit on va vous mettre comme des condiments dans les molinettes, on vous écrase. Voilà la réalité de notre pays. Nos routes reflètent notre réalité au Cameroun. Et le rapport se montre encore plus sévère lorsqu'il aborde la question de la diplomatie. En matière d'influence internationale, le Cameroun occupe la 120e et dernière place mondiale. En d'autres termes, notre réputation à l'international ne vaut pas grand-chose. Tous les plus petits, c'est-à-dire le Tchad, la Centrafrique et tous d'autres pays à peu près normal de par le monde entier sont devant le Cameroun. Et ce n'est pas surprenant. Quand vous voyez par exemple, en ce qui concerne les événements liés à la justice, nous voyons comment le politique rentre dans la justice au Cameroun. Ça ne donne pas une bonne attractivité du Cameroun. Ça devrait plutôt attirer l'attention des autorités camerounaises, du gouvernement, de se remettre de main en cause. Face à ce tableau sombre, ces acteurs de la vie nationale appellent à une réelle prise de conscience rapide. Sans réforme profonde des institutions et une gouvernance plus responsable, le Cameroun risque de s'enfoncer davantage, soutiennent-ils. Ouais. Ils le soutiennent parce qu'il y a une mauvaise gouvernance et vous pouvez vous rendre compte que nous avons ce que l'on appelle un ministre de l'économie qui n'a jamais fait d'économie, c'est-à-dire lui Paul Motazé, et qui est bien évidemment le neveu de Biya. Et comme vous voyez justement aussi, c'est la même chose que nous avons pu remarquer et que j'ai d'ailleurs décrié concernant ne serait-ce que la gestion de la SNH, la gestion des péages, et comme je vous le disais, que le gouvernement camerounais, ne serait-ce qu'au niveau des péages, était encore obligé d'aller s'acoquiner derrière la France, donc dans le camp partenariat SAS. C'est une co-entreprise des groupes français, Fayad et Aegis. Et je vous ai dit qu'ils sont maintenant devant la Cour internationale d'arbitrage de Paris. Parce que le contrat a été résilié comme celui du Stade Biya. En 2019, la Chambre des comptes, qui a donc fait un rapport, nous montre que Nganou Djoumassi et tous les autres qui sont toujours là au gouvernement, que c'est eux qui ont créé cet amalgame pour détourner de l'argent. Maintenant, quelqu'un demande 30 milliards. Il faut donc aller s'endetter pour encore aller rembourser cet argent-là. Alors qu'il n'y a pas de route. Et on dit que les péages auraient été faits. Le scandale des péages au Cameroun, comment est-ce que vous pouvez voir un ministre comme Nganou Djoumassi encore en poste? Parce qu'eux tous se lèchent les doigts. Il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de contrôle. Paul Biya est fini. Et quelqu'un comme ça, vous lui attribuez un autre mandat. Et les gens viennent nous montrer les tondeuses en bordure de route. Oh, voilà la route. On a déjà recommencé. On a bientôt la route bitumée et tout, et tout, et tout. Avec les tondeuses. Les tondeuses. Quelqu'un a un petit jouet là, à main, il fait ceci, il fait cela. La tondeuse là, elle-même a coûté 1 milliard. Mesdames et messieurs, voilà un pays mal géré, dont le monde entier se plaint. Le pays le plus corrompu du monde, qui ne peut pas changer. Regardez encore 141 km va coûter environ ça, 880 milliards, tel que vous-même l'avez annoncé. Qui disait ça? Soit un total de 1230 milliards pour 198 km de linéaire de route. Les travaux ont démarré en 2014. 10 ans après, on n'a pas encore entamé la deuxième phase. Ce sont les accords coloniaux. À titre de comparaison, suivez. le plus important projet routier du Maroc, l'autoroute Tozi-Dala, d'une longueur de 1055 km, a coûté 1 milliard de dollars, soit 622 milliards de francs CFA. Et si on fait une transposition au Maroc,
on aurait pu construire simultanément les autoroutes de Douala-Yaoundé, Douala-Bafoussam, Yaoundé-Bertoua, Bertoua-Ngaoundéré et Ngaoundé-Maroua. Le Cameroun, sous votre magistère au ministère des Travaux publics, a les routes les plus chères et les plus dégradées d'Afrique. Que répondez-vous à ceux qui vous accusent de passer l'essentiel des marchés de bitumage des axes routiers aux membres de votre famille, voire à vous-même, à travers des sociétés écrans? Monsieur le ministre, rendu sur le lieu de la catastrophe de la falaise de Tchang, vous avez prescrit une voie de contournement par Melon, Kekem, Bafang, puis Bafoussam. Avez-vous personnellement emprunté ce tronçon ces derniers temps? Savez-vous qu'avant la catastrophe de la falaise de Tchang, les automobilistes préféraient faire de longs détours pour éviter justement le tronçon que vous leur conseillez? Où en êtes-vous avec vos péages surfacturés conçus sur des routes dégradées? N'aurait-il pas valu mieux inverser les priorités en construisant d'abord les routes, puis les péages par la suite? Monsieur le ministre de la Santé, en prélude à la 42e commémoration de la session de votre champion à la magistrature suprême, vous avez fait une sortie hallucinante à la CRTV pour présenter l'état de la santé publique au Cameroun. Vous avez déclaré, je vous cite, « Le plateau technique que le Cameroun a aujourd'hui sur l'ensemble des 10 régions, c'est le même plateau technique que vous pouvez avoir à l'hôpital américain de Paris. C'est le même que vous avez au Canada et même aux États-Unis. » Fin de citation. Pouvez-vous expliquer à la représentation nationale pourquoi certains de vos collègues snobent le Cameroun qui, selon vous, est devenu un paradis médical pour se faire soigner à l'extérieur, parfois même pour des infections bénignes? Savez-vous que les évacuations sanitaires coûtent chaque année des milliards aux pauvres contribuables camerounais? Il faut arrêter avec ces provocations, monsieur le ministre. Et surtout, ne vous méprenez pas. Personne n'a oublié que vous êtes l'artificier principal du Covid-19, le maître d'ouvrage de ce qui s'apparente à un crime contre l'humanité. Vous êtes toujours en liberté malgré l'excellent rapport de la Chambre des comptes. Vous êtes en liberté parce que vous êtes protégé par la mafia des hautes institutions. Je vous remercie. Où sont passés le tramway à Douala, la ligne téléphérique à Yaoundé et la centrale éolienne sur le mont Mamoudos? Voici quelques projets non réalisés au Cameroun. En numéro 1, le projet Bus Rapide Transit Yaoundé, le BRT, annoncé depuis 2019. Il devait relier Olembe à Ahala et surtout décongestionner le trafic de la capitale. Pour l'heure, les travaux du BRT sont programmés pour 2026. Numéro 2, une centrale éolienne de 42 MW sur le mont Mamoudos annoncée en 2015 avec l'objectif de produire une énergie renouvelable. En 2023, le projet était encore en étude. Troisième projet, le tramway à Douala. Si le démarrage des travaux de construction de ce tramway de 18 km avait été annoncé en 2019, il a été renvoyé en 2023 avant d'être renvoyé au calendrier. Numéro 4, une ligne téléphérique à Yaoundé annoncée en 2023. Aucun câble téléphérique visible dans le ciel de Yaoundé. Projet numéro 5, l'aéroport de Kribi. L'objectif décrit en 2021 était de développer l'aérodrome de la ville en aéroport moderne. Sixième projet en image, la tour Camtel. Cette maquette a été présentée en 2012, 13 ans plus tard, rien. Projet numéro 7 d'une liste non exhaustive, l'hôtel 5 étoiles du lac municipal de Yaoundé. En 2024, le gouvernement a annoncé l'achèvement de la phase 1, comprenant un restaurant, une voie multimodale et le réaménagement du lac entre autres, mais pas de bâtiment 5 étoiles. Le Cameroun serait-il un pays de maquette? Au Cameroun est un pays qui marche par la tête. Et ce qui est beaucoup plus ennuyeux,
et honteux, c'est que le Cameroun a des intellectuels. Des intellectuels qui vont sur des plateaux télé, qui vont vous défendre Paul Biya, qui vont vous présenter comme le plus grand réalisateur, le plus grand producteur et celui qui a les plus grandes ambitions, qui vont vous présenter comme celui qui aime son peuple et qui a réussi à porter l'école, qui a construit ceci et cela. Mais on est toujours dernier. Partout, dès qu'un classement arrive, on est dernier. On est dernier. Mais on est premier uniquement comme panafricaniste, comme panafricain, comme philosophe, parce que jamais ceux-là que vous allez voir ne pourront, jamais ce que vous allez voir qui se présentent dans d'autres pays comme des grands connaisseurs, ils ne vont te poser les vrais dossiers du Cameroun. Leur problème toujours c'est contre l'opposition. Panafricain, voilà aussi le vrai problème du Cameroun, parce que Paul Biya en profite pour leur refiler un peu de pognon.